Vous êtes riche, vous avez des jolies voitures qui font vroom vroom, des montres de luxe, une voiture, maison, tout ça. Moi, je bosse pour maintenir mon confort de vie, pour ma sécurité personnelle et celle des personnes que j'aime. Et puis, je pense que c'est surtout pour... puis j'aime bien ce que je fais aussi. Après, pas avoir de stress dans la vie. J'aime bien peace of mind dans la life et bon confort. Ouais. Moi, je suis dans l'e-commerce depuis 7 ans. Et en fait, chaque année, tout évolue. Donc, j'adore ça. Mes stores deviennent de plus en plus évolués. Donc, c'est comme un Lego, en fait. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de Lego. J'adore construire. Donc, ça, c'est ce qui me fait kiffer. Toujours trouver de nouvelles idées. Alors, c'est con à dire, mais plus tu génères de cash, plus indirectement, tu as du pouvoir. Ouais. Parce que même si les gens ne t'aiment pas, ils ont besoin de toi. Donc, s'ils ont besoin de toi, ils sont obligés de rester avec toi. Donc, c'est pas mal. Ça te permet de rester qui tu es. Donc, arrogant et chiant, mais ça te permet de rester qui tu es. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et sinon, pour préparer mon train, pour garder mon train de vie, mais surtout pour préparer mon après-carrière. Parce qu'en fait, on se dit toujours, maintenant, tu fais du cash. Mais dans 20 ans ou dans 10 ans, ou si j'ai envie d'arrêter dans 5 ans, il faut quand même un revenu passif. Ouais. Et mon revenu passif, je ne veux pas 5 000 euros par mois, il me faut du 50 000, 60 000 euros par mois. Et pour le créer, il faut travailler. En fait, c'est un cercle vicieux. Parce que quand tu commences à gagner de l'argent, tu dis, je vais augmenter un peu la taille de mon appart, et puis je vais augmenter la taille de ma maison. Et puis après, tu dis, je ne vais pas mettre mes enfants en bus à l'école. Déjà, le bus pour 2 enfants, ça me coûte autant. Je peux avoir un chauffeur pour moins que ça. Alors après, tu fais ça. Mais après, comme tu donnes la voiture au chauffeur, il te faut une voiture de plus. Et puis après, tu continues. Et après, tu commences. Tu prends des chambres d'hôtel. Tu fais, cette fois-ci, je vais prendre une suite. Et puis, un coup, tu voyages en business class. Et en fait, tu montes et tu goûtes à tout ça. Et ça te pousse tout le temps à travailler plus et à maintenir. Ici, sur le chemin, par exemple, je parlais avec Max. Il faut absolument que j'augmente la taille de mon garage pour mettre 4 voitures dedans au lieu de 2. Tu arrives à des problèmes de riches débiles, quoi. On a discuté, il faudrait que je fasse ça pour l'augmenter. Et tu montes, et puis tu veux tout le temps le maintenir. Donc je pense, est-ce que tu n'as pas aussi cette impression qu'en fait, l'accès à de la qualité et à du confort, à du travail bien fait, en fait, devient de plus en plus cher, quoi. Ouais. C'est qu'en fait, tu te dis, ok, là, j'ai X, je sais pas, 160 millions, enfin, peu importe, etc. Bien sûr. Et tu dis, mais en fait, tu veux une caisse qui tient la route, c'est 100K, une caisse qui tient la route. Qui est safe, machin, qui tombe pas en morceaux. Après, c'est bon, c'est les neufs, pas neufs, etc. Bon, tu peux un peu jouer là-dessus, mais tu veux une caisse correcte neuve, c'est 100 000 balles. En fait, tu te dis, putain, 100 000 balles, c'est de l'argent, quoi. Tu veux un appartement, genre... Non, mais ok, enfin... tu mets déjà, je sais pas, 40-50 000 dans une bagnole, t'as déjà... Ah ouais, tu trouves ? C'est moi, quand je regarde le prix des caisses neuves, c'est toujours 100 000 balles, quoi. Alors, c'est sûr, tu la prends d'occasion, qui est un peu roulée, etc. C'est dans des extrêmes. Non, j'ai acheté, je sais plus combien, j'ai acheté juste pour ma femme pas le Patrol, le Nissan Xterra, donc c'est juste celui en dessous, je l'ai acheté neuf. Non, je n'ai pas payé ça, j'ai payé je sais plus combien, 40 000 même pas. Ah, ça va. Non, après, voilà, quand tu étais jeune, tu roulais en Audi A5 et tout. Maintenant, c'est pas dans les Lambo, c'est pas dans les Rolls, quoi. Mais maintenant, ce qui coûte cher, c'est les 4x4, quoi. Okay. Donc si tu regardes les 4x4, c'est pour ça, parce que comme j'ai un truc safe, moi je roule avec ça, et quand je regarde le prix neuf, putain, les 4x4, surtout, c'est sans aller chez Porsche, des trucs comme ça. J'ai dit, putain, quand même, c'est rapidement 100 000 balles, quoi. Un peu cher, ce Dacia. ce Dacia non, blindé. Même tu anti-nucléaire est un peu cher. Non, mais même tu prends des Kia et compagnie, genre vraiment bien comme il faut, c'est cher. Tu parles en dirham, des Kia à 100 000 euros. Non, tu prends les Kia, pas les Kia pour le marché européen, mais les Kia pour le marché Middle East et Asia. En fait, bon, bref. Tu prends les 7 places, tu vois. Ouais. Les 7 places, c'est toujours plus cher. Okay. Mais même, tu vois, genre, tu vis à Dubaï, tu veux du calme. Ah oui, et là tu te rends compte qu'en fait, putain, tu crois que t'es riche, t'es jamais riche. Tu veux un truc où ça gueule pas, où il n'y a pas l'autoroute à côté, il n'y a pas les tarés qui font la teuf, il n'y a pas les malades mentaux, machin. En fait, il n'y a pas les travaux à côté. Là-dessus, en dessous d'1,5 million d'euros, t'as rien. T'as rien du tout. 1,5 million, t'as rien. Et c'est ça que moi, l'impression que j'ai eue avec la thune, c'est que je me dis, putain, ok, bah là, on va enfin me foutre la paix, ça va être fait à peu près correctement le travail. Et je dis, ah ben non, je suis toujours pauvre. Je suis toujours pauvre. Voilà, bon, je vais faire un podcast aujourd'hui. Ben voilà. Ouais, mais maintenant, attention, une maison à 1,5 million en Belgique, t'as un château, quoi. Enfin, ça dépend, pas à Bruxelles, mais dans les autres villes. Donc ça dépend où t'habites. Maintenant, oui, si tu veux une grande maison bien isolée et calme à Dubaï, tu payes aussi la localisation énormément. Donc voilà. Mais maintenant, oui, en dessous d'1,5 million, tu veux une maison, c'est compliqué à Dubaï, quoi. Ok, demain il n'y a plus d'e-commerce, c'est fini, c'est mort, machin, tout ça.
Il y a le gouvernement qui dit que seulement Amazon a le droit de faire ça parce qu'ils ont fait du lobbying à Bruxelles. Faites quoi? Moi, je pense que je focus sur de l'immobilier. Bon, déjà, j'ai du cash à investir, etc. Donc, continuer à développer l'immobilier. Et après, je trouverai toujours un business. J'ai l'impression que tant moi que Gab, tu nous mets ensemble. Demain, tu nous dis on doit ouvrir un resto, un bar, une boulangerie, n'importe quoi. Je pense qu'on a les cerveaux et l'expérience et qu'on cartonnera. On va discuter, on va faire bon, mec, vas-y, on a du cash à dispo, on a de l'expérience. Je vais donner un exemple. En fait, toi, tu vois l'e-com comme un sujet. Moi, je vais donner un autre exemple. Ok. L'e-com, pourquoi il gagne? Pourquoi je le fais tenir, l'e-com? Pourquoi je fais autant d'argent avec l'e-com? Parce que je maîtrise la pub. La publicité. Ça veut dire que si demain je vais faire de la pub pour autre chose, je vais savoir le faire. Qu'est-ce qui fait que nos appartements en Airbnb, ils tuent tout? Parce qu'on sait gérer nos appartements. Ça veut dire qu'on a une satisfaction client qui est énorme et qu'on a du goût pour les rénover, etc. Donc en fait, que ce soit de l'e-com qui est ban ou pas, si demain il faut juste un nouveau projet où je peux faire de la pub parce que j'ai les compétences, et que ce soit un restaurant ou un Airbnb, le but c'est que le restaurant il soit beau. Je fais des beaux Airbnb, des beaux appartements, donc je sais, j'ai du goût pour faire un beau restaurant. Après il faut de la bonne nourriture, donc il faut trouver le bon cuistot, etc. Mais au final, que ce soit de l'e-com ou de l'Airbnb, etc., une fois que tu as les compétences pour faire quelque chose, tu arriveras toujours à faire marcher. Bon, maintenant, c'est pas recruter les gens et réussir à promouvoir ce que tu as créé. Quand vous bossez, vous êtes à 50-50? Oui. À quelles conditions quelqu'un pourrait rentrer dans l'association? Pourra pas. Non, c'est mort. C'est mort. Racheter, tu peux avoir 100% départ si tu mets l'argent sur la table. Ouais, on a eu des calls pour revendre nos e-commerce il y a 2-3 jours. Combien? Ça pèse. On parle pas de 1 ou 2 millions, on parle en dizaines. Une dizaine de millions. Mais encore une fois, là où ça a fait, pour les investisseurs, ce qui leur a fait peur, c'est qu'ils ont dit, mais vous avez amené un niveau de compétence dans vos business que même à déléguer à quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Le truc en fait qui les ennuie, c'est que si tu as les deux fondateurs qui sont là, ils doivent mettre l'argent sur la table, du coup ça va leur prendre quelques années pour le rentabiliser, et les deux fondateurs, ils veulent sortir de la société. Ouais. Donc, s'ils sont plus chez eux, ils passent à autre chose. Alors tu vas dire, si vous êtes passionnés, pourquoi vendre, etc. Ils ont dit qu'ils adoraient ça. Parce que si je peux avoir tout mon argent que je gagne sur quelques années, il vient en un coup, et je recrée quelque chose à côté, je serais content de pas le faire. Voilà. Donc on avait regardé à revendre, mais les investisseurs ils ont dit qu'on faisait des chiffres de malade. C'est pour ça aussi que je peux te dire qu'il n'y a pas de dropshipper plus gros que nous, parce que quand c'est parti... encore une fois, quand on dit pas plus gros dropshipper, on exclut Amazon. Ouais, d'accord, ok, d'accord, mais je te parle de dropshipper basique. Voilà, c'est ça. Quoi. Parce que j'entends toujours les gens, lui il a fait 3 millions le mois dernier, lui a fait 100 000 par jour, etc. Puis je suis venu avec des chiffres corrects, j'ai voulu revendre, donc des sociétés qui sont spécialisées dans les reventes de business en ligne, d'e-com. Ils ont dit, vous êtes des grands malades. Hein. Ils ont dit, vos chiffres, ils sont incroyables. Des mecs aux States. Des mecs aux States, c'est pour ça. Mais ils ont dit, quand ils ont regardé tout le business, comment on le gérait, ils ont fait, vous partez tous les deux, votre business, il tombe, quoi. Ça, c'est le problème. Parce que le mec m'a dit, il m'a fait, il faut que vous trouviez vraiment un profil pour vous remplacer, etc. Mais voilà, il a commencé à 13 ans, j'ai commencé à 21 ans. On a quelques années derrière, tu vois. C'est pas facile de trouver. Ça se trouve pas vraiment, ces profils. Même l'écrit, c'est compliqué. Ouais, c'est ça le problème. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et c'est mon gros problème. Moi, ma société, je délègue 80% du travail. Mais les 20% que je garde, si je pars... C'est l'édifice qui se viande, quoi. Ouais, et moi, j'avais essayé de travailler avec... donc, Google Ads se plaignait que je lançais pas cette campagne parce qu'on peut scaler encore plus le business, bien plus. Ils nous ont mis des personnes en interne chez Google Ads pendant 2 mois. 2 mois après, l'un des boss de Google Ads a fait, écoute, on les enlève parce que ton niveau d'exigence est trop élevé par rapport à mes managers qui sont ultra compétents. Et il dit, ils n'y arrivent pas à refaire ce que tu fais, ils n'y arrivent pas. Et quand je me dis, ces gars-là, ils bossent chez Google Ads, c'est des senior account managers, ils pèsent déjà de fou, et que les boss, ils disent, on ne peut pas te les laisser parce que tu fais trop haut, je me dis, merde, quoi. Enfin, je me dis dans le sens merde, dans le sens que si je veux le déléguer, je ne pourrais pas, quoi. C'est ça qui me fait chier. Ouais. Et toi, si un jour tu ne peux plus vendre de formation, tu fais quoi ? Moi, en fait, aujourd'hui, la vente de formation, c'est un truc que je fais plus vraiment, au sens où il y a des gens qui peuvent acheter mes trucs, même si la plupart ont été retirés. Mais moi, mon vrai boulot aujourd'hui, c'est faire du consulting marketing dans le Web3. Ok. En fait, le Web3, c'est amusant. Voilà, c'est ce qui te plaît, quoi. La thune, c'est ça, on va dire. Ouais. C'est un peu en gros, ça fluctue.
Donc ça fait plus ou moins 50%, tu vois. Bon, ok, bon, t'as ça de thunes. Après, des utilisateurs. Pas juste des gamblers, vraiment des mecs qui vont utiliser des protocoles, machin, tu dois avoir peut-être ça, tu vois. Après, des protocoles, t'as peut-être ça. Les marketeurs Web3, bah en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça, Il c'est y en ce a que pas. j'allais dire. Ouais. C'est qu'à l'échelle mondiale, il n'y en a pas. Tu as 3 agences qui existent, qui peuvent te booker un influenceur qui parle de crypto, prendre tu vois, 30% de commission là-dessus, etc. Machin, et te dire oui, on va t'aider à faire ta communauté, puis faire des giveaways, des conneries. Bon, tu le fais tout seul, quoi. Et en fait, il n'y a pas. Et du coup, il y a une anomalie. C'est que tu as 1,2, 1,3 trillion de capitalisation, plus ou moins fantaisiste, on va dire, parce que les capitalisations sont un peu différentes dans le Web3 que dans l'économie normale, quoi. Mais, et en fait, tout ce qui est buildé, marketé, processisé, gérer une équipe, gérer machin, gérer une communauté, tout ça, il n'y a rien. Et en fait, il y a une telle anomalie sur le marché que je préfère faire all-in sur cette anomalie-là. Parce qu'en fait, même si ça foire, ça rapportera toujours... Enfin, ça rapportera des trucs que le Web 2 ne peut pas payer, quoi. Ouais, tout à fait. Donc mon focus, c'est Web 3, quoi. Mais tu vends toujours via tes affiliés ou des choses comme ça? Oui, en fait, moi j'ai toujours mes RX qui tournent. Ouais. Je suis pas aussi assidu que je l'étais avant, donc il faut que je vois est-ce que voilà. Mais en fait, moi, sur un horizon d'un an, 2 ans, idéalement, je mettrais tout le contenu gratos. Cadeau, Ok. cadeau, Ouais. créer de la relation, créer de la réciprocité, sourcer du talent. Ok. Trouver des gens, enfin c'est projeter beaucoup de réciprocité dans le monde, donc je donne pour recevoir un jour, quoi, Ok. et sourcer du talent, quoi. Tu crois à ça? Donner. Karma. Ouais, je crois. Moi, j'y crois au karma. Tu sais, je croyais pas à la religion, mais le karma, j'y crois pas. Moi, il y a quand même un truc qui m'a mis une petite claque dans la figure en parlant de Web3, c'est quand j'ai lancé projet NFT. Ouais. Bon, au début, on voulait pas. Bon, t'as tous les mecs de Dubaï. Ouais, 13 millions aujourd'hui. Ouais, 7 millions. Au début, t'y crois pas. Après, tu vois, tu fais, bon, c'est un truc de malade. Ouais. Je me suis lancé. Pour faire court, on s'est ramassé. Point de vue technique, Web3 développement, c'est pas bien passé du tout au niveau du mint du NFT. De là, j'avais collecté, je crois, c'était 75 000 dollars ou 51 ETH dans un ledger corrompu, etc. Bref, c'est ma faute. Je perds toute la thune du wallet, plus le ownership du projet NFT. Et là, je me dis, voilà, je vais faire une vidéo. Je vais dire à tout le monde, je rembourse sur fonds propres. Contactez-moi pour demander le remboursement. Et je me disais, peut-être il y a des gens qui vont se dire, ok, j'ai investi 100 balles, je les ai perdus, tant pis, c'est le risque. On sait comment ça va dans les NFT. Tu sais qui m'a demandé les remboursements? Tout le monde. Tout le monde. Je pense que. Et là, je me suis dit, Ouais. il n'y a aucune pitié, mec. Moi, je pense que si ça avait c'est tellement... brutal. Si Non, mais- ça, j'investis chez toi, tu fais un mint qui part en couille, franchement, le jour du mint, t'es dégoûté, t'as passé 7 mois et tout, mais j'ose venir... Tougan, peux-tu me faire mon refund de NFT? Je te fais, mec, je suis vraiment désolé pour toi, garde ma thune. Mais moi, et là, je me suis dit, mais Je pense tout le que monde a voulu ses thunes. Là, j'ai je pense compris que que c'est chacun pour sa gueule. le Web 3 est à ses débuts. Ouais. C'est un bordel sans nom. Le tout sur un vide réglementaire ou sur un vide de compréhension réglementaire. C'est pas très clair s'il y a un vide ou pas. Là, Parce que... c'est pas. Pour moi, je suis désolé de t'interrompre, mais pour moi, c'est pas un vide, c'est pas du réglementaire. C'est juste que tu vois une personne qui s'est investie, c'est d'un point de vue humain. Tu bosses pendant 9 mois quand un malade. Je suis pas tenu de rembourser les gens parce que j'ai mis des disclaimers partout. Si ça plante, c'est un investissement. Si demain, je me suis dit, il y a peut-être quelques-uns quand même qui vont dire, ouais, ok, c'est bon. Non, tout le monde. J'ai remboursé tout le monde. Au final, je dors bien. Au final, mais c'est sûr que... Mais ouais, j'étais un peu dégoûté là de la... C'est... Je suis un peu trop rêveur, quoi. Non, mais c'est un espace qui est immature. C'est un espace où l'essentiel des gens qui prennent part à ce truc-là sont soit des gamblers addictifs qui ne savent pas qu'ils sont des gamblers addictifs, soit des mecs, et ça c'est le truc plus dangereux, tu vois, c'est des gens, je sais pas, peut-être que la vie s'est pas très bien passée pour eux, on va dire, c'est un peu compliqué. Tout le monde leur dit qu'ils sont cons depuis le début, les meufs leur mettent des râteaux, leurs profs leur disent t'es un idiot, tu feras rien, machin. Et là le mec il se dit je vais acheter ce Shiba comme Rocket Inu, ce truc va faire du 175 000 X machin. Là je vais avoir
lambeau, bam, 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 la meuf avec les seins comme ça, bam, je vais revenir au village, je vais leur montrer à ces putains de losers, mais ils vont être deg de chez deg. Et en fait, il y a une grosse partie des gens qui prennent part à ça, qui sont dans une démarche de revanche sociale, de haine en fait. Et tout l'espoir est mis sur un shitcoin, un NFT, un truc du bric-à-brac, voilà, un peu voilà, casse-gueule, voilà, et que les gens peut-être font en bonne foi, tu vois, mais voilà, c'est encore une fois, personne ne sait ce qu'il fait, donc voilà, c'est le bordel, quoi. Et les mecs placent tout là-dedans. Donc quand ce truc-là se matérialise pas, et qu'il n'y a pas la meuf avec les seins comme ça, la voiture rouge qui fait vroom vroom, etc., et elle est tous à foutre dans le village, bam, le cerveau, il switch, et là, ça passe en mode... tu vois, ce mec, il a un flingue, il te bute, tu vois. Mais, tu vois, on va quand même voir, je pense, l'arrivée d'utilisation normale de tokens, de NFT dans des vrais espaces économiques, dans des vrais modèles économiques. Et du coup, le truc qui s'insérera là-dedans, et voilà, ça sera. Donc, du coup, tu auras soit des grosses boîtes Web 2 qui iront insérer du Web 3 parce qu'elles y trouveront un intérêt et ça reprendra part un modèle économique. Donc, ça ira pas genre to the moon et après à la cave le lendemain. Soit il y aura des mecs qui, à côté, diront moi, je vais tester le to the moon à la cave demain. Ouais. S'ils vont to the moon et qu'ils lèvent suffisamment de fonds et qu'ils arrivent à matérialiser ça en un produit, mais ils peuvent devenir un prochain Yuga ou un truc comme ça, quoi. Et la plupart foiront, et c'est normal, c'est un système comme ça de sélection naturelle où la plupart des mecs qui font des boutiques Shopify, ça donne rien aussi, quoi. Oui, beaucoup même. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ce pivot vers du Web 3, et après c'est vrai que moi, la générosité a été sur le Web 2, sur le Web 3, quoi. Tout mon contenu Web 3, je le mets gratos, enfin, sauf le bouquin que je viens de publier. Ok, il aura 4 balles sur Amazon en Kindle parce que bon voilà, ce fait quand c'est gratuit, Amazon ils le mettent pas en avant. Et après, le bouquin physique, il y a du papier, quoi. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon tout le reste c'est free. Après, on va dire que c'est de la générosité calculée. C'est du effective altruisme. Ouais. Je rigole, ça faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après il y a des projets qui viennent me voir, qui disent ok, on veut bosser avec toi, quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus rentable de faire ça en fait que d'essayer de vendre une format à un mec. Ouais, tu te mets une image d'autorité en fait. Ouais. Après, il y a d'autres marchés aussi plus intéressants directement, de charger, vendre la format, boum, ou vendre le software, et boum, quoi, plugger le mec, quoi. Yep. Si vous deviez choisir entre former des gens, si vous avez un business de formation, ça existe toujours, c'est toujours live, ça tourne, machin. Non, la V2. Ouais, on relance en fait. La V2. Ça fait déjà 6 mois qu'on dit que ça sort dans 1 mois. Ok. Et on fonctionne toujours par priorité, c'est normal. Ce qui rapporte le plus à la priorité. Et quand on a du temps libre, on développe sur le côté. Donc là, on arrive... On a un écosystème qui fait que la V2, ça arrive avec les techniques que j'applique moi-même dans mes business. Ouais. Et l'avantage, c'est que comme j'ai toujours les stores, j'évolue en marketing de manière permanente. Et le but, c'est que la V2, V3, etc. viennent toujours avec du méga concret. Donc c'est l'avantage parce que j'ai regardé beaucoup de formats de formateurs. La V1 est correcte. Et la V2, elle pue la merde, quoi. Elle pue la merde, mais c'est pas méchant. Ouais. Elle pue la merde parce que t'as pas le temps d'être formateur et tout en ayant ton business à côté. Ouais. Je peux te l'assurer parce qu'on est 2 et je gère, je dirais, 85% des stores et je dirais qu'au niveau marketing, je fais 95%. Au niveau... Toi, tu fais quoi du coup? Alors, tu fais acte de présence? Je fais acte de présence. Moi, je collecte. T'es mignonne, tu présentes. Non, je remets quand même les choses à bas. Bon, déjà. J'ai parlé marketing. Marketing, ouais. Bon, tout le support commercial, expédier les commandes, gérer toutes les équipes. J'ai formé 85% du taf de la boîte. Okay. Donc là, j'arrive quand même à un niveau de maturité où tout est bien en place, qui me permet de libérer du temps. Toute la gestion des mails. En fait, lui, je lui laisse faire tout le pognon qu'il veut, sans avoir à réfléchir derrière. Si le produit arrive. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le support client suisse. Voilà. Vas-y, fais tes thunes. Rassurer nos clients, genre Pioneer, c'est quand on fait beaucoup de chiffres, il faut toujours les rassurer. Par exemple, Stripe, quand tu arrives en Black Friday, tu fais x2 ton chiffre d'affaires. Donc lui, il prévient nos account managers, disant attention, on va faire x2, mais n'oubliez pas que c'est Black Friday. Et en fait, il s'occupe de tout ce qui est politiquement correct. Je lui laisse tout construire jusqu'en haut du Burj Khalifa, sans que sa structure elle pète, quoi, tu vois, donc okay. Et donc en fait, et c'est pour ça, moi en gérant déjà tout le market et plus la gestion des boutiques au niveau marketing, événementiel, etc., j'ai déjà un temps plein dessus. Donc je peux te dire avec une probabilité qui est proche de 100% qu'un formateur qui gère sa formation n'a pas le temps de gérer son business. Donc sa V2 est automatiquement pourrie parce qu'il n'a pas géré de business pendant 1 an ou 2 ans. Et je ne vais pas donner de nom, mais j'achète beaucoup de formations du marché. Pourquoi ? Parce qu'une idée d'une formation peut révolutionner mon business. Donc moi, ça m'intéresse à fond.
Et la plupart des V2 que j'ai achetés, elles puent toute la merde, quoi. C'est du réchauffé en essayant de te vendre un nouveau truc. Ou alors, t'en as un, il dit, voilà, j'ai lancé une formation d'e-commerce et maintenant, je vais t'apprendre à faire une formation sur le développement personnel. Bah ouais, parce que t'as plus rien à vendre. Donc, il faut partir sur autre chose. Ou alors, t'en as un qui dit, voilà, j'ai fait une formation en e-com qui a cartonné et puis la V2, c'est sur la crypto. En fait, c'est d'expertise. Ce qui me prend du temps sur la relance, en fait, c'est pas spécialement le contenu, parce que à la base, j'ai créé une formation, je veux dire, on peut la qualifier un peu d'intemporelle. Forcément, les admins, elles changent, il y a des choses qui évoluent, mais ce que je voulais vraiment inculquer aux gens, c'est comment tu réussis à faire fonctionner ton business, plutôt que la plupart des formations, c'est voilà, vous allez prendre 10 produits, vous les lancez, et vous espérez trouver un winner, un produit qui va cartonner. Et si ça n'arrive pas, tu en relances 10 de plus. Et il va arriver. Mais moi, ce que j'ai vraiment voulu inculquer aux gens, c'est arriver à optimiser les choses. Voilà. Première chose, ça clique pas. Si ça clique pas sur ta pub, ça sert à rien de changer ton copywriting, ton prix de vente. Voilà, tout le monde clique sur ta publicité. Maintenant, est-ce que les gens consultent la page? Est-ce qu'ils la lisent? Est-ce qu'ils arrivent en bas? S'ils arrivent en bas et qu'ils cliquent pas sur le bouton, peut-être qu'il faut changer le bouton. S'ils sont tout en haut de la page et qu'ils voient même pas le bouton, ne cherchent même pas. Tu vois, vraiment, le raisonnement, on procède étape par étape, c'est comme un puzzle, tu vois. Tu as le puzzle ici, tu mets une pièce, elle ne marche pas, t'en essaies une autre. Ah, peut-être celle-là, et tu testes. Et en fait, vraiment faire comprendre, parce que nous, on vient de la vieille époque, on vient du Web 1, où on a vraiment dû cravacher. Aujourd'hui, tout est facile. L'algorithme, Facebook cherche les ventes pour moi, Google cherche les ventes pour moi, ChatGPT fait mes textes. Les gens ne comprennent plus ce qu'ils font dans la vie. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu as un processus à respecter, tu as un problème, tu vas devoir chercher la solution de la première étape. Maintenant qu'on clique, deuxièmement, est-ce que ton copywriting il est bon? Non, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon à quel endroit? Traquer sur la page où les gens vont décrocher. Ensuite, tout le copywriting est bon, mais personne ne clique. Peut-être parce que tu as mis le prix trop cher, mais qu'il est intéressé par le produit. Commence à changer ton prix. Ensuite, il commence à cliquer sur ajouter au panier. Une fois qu'ils sont dans le panier, est-ce qu'il passe après? Non, peut-être que tu n'as pas mis de logo pour rassurer. Ensuite, il est dans le checkout. Vraiment, il y a un problème, tu mets une hypothèse et tu corriges. Et ça, je ne trouvais personne qui enseignait à utiliser des solutions de tracking, faire des split tests, des analyses. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation comme ça. Et je m'y suis mal pris dans mon lancement. Du coup, je veux revoir, non pas spécialement toute la formation, mais revoir la manière dont ça a été commercialisé, parce que je pense que j'ai laissé énormément d'argent sur la table par manque d'expérience, mais maintenant je pense Comment tu le lancerais maintenant? Avant de base, c'était webinaire live, toutes les semaines, quasiment. Avant de base, c'était moi et Gab, on n'a pas le temps, on fait des millions en e-commerce, on s'en bat les couilles, on ne va pas aller investir tout notre temps dans la formation. On va faire une formation, on va balancer les pubs, on fait un webinaire le dimanche soir hors de notre temps de travail et on va vendre. Bon, en faisant ça, on a quand même fait 1 million sur l'année. Moi, j'étais un peu déçu, mais certains formateurs ont dit 1 million la première année, les gars, chapeau. Enfin, forcément, je vais aller chercher plus loin. Mais on disait des closers. Oh non, je veux pas de closers, ils vont me faire chier. Toutes ces techniques de l'organique, ouais, vas-y, laisse tomber, je vais pas aller poster ma live sur Instagram. Tous ces trucs-là, on voulait pas les faire, quoi. Ouais, mais non, en fait, la grosse différence, ce qui est vrai, c'est que moi, j'étais expert en Google Ads d'e-commerce et être expert en Google Ads formation, c'est pas le même métier. Moi aussi, ouais. Okay. Et les gens, ça, ils le sous-estiment à fond. Donc, quand je vois des gars qui disent « je vais t'apprendre Google Ads », oui, mais quoi? Ça dépend. Et en fait, je l'ai bien compris parce qu'on était aussi en NFT, on avait un projet agréé, donc autorisé par Google Ads, donc on était en whitelist pour de la NFT, quasiment personne ne l'a eu. Ça s'advertisait pas de la même façon que de l'e-com. Donc la grosse différence aussi, c'est par rapport à la première version de Success Academy, c'est que maintenant, si je dois faire de l'ADS, ça va être beaucoup mieux fait, je le maîtrise beaucoup mieux. On n'avait rien, même. Maintenant, tu as vu l'Instagram de Gab, bon, on poste de manière régulière, on commence à créer un peu d'autorité, etc. Moi, j'ai lancé ça à l'arrache en ne voulant pas faire les choses qu'au final, tout le monde fait pour générer de l'argent. Donc, je pense c'est genre faire de l'organique, mettre des closers, tout ce bazar-là. Ouais, des closers, CPF, tout ça. CPF, j'en voulais pas. Des closers, j'en voulais pas. Moi, je suis un peu pareil. Hein. Je voulais pas prendre des appels, moi, j'en voulais pas. On voulait rien poster. Ouais. Et au final, je pense aussi, alors c'est mon avis, mais il faut aussi une formation entrée de gamme. Donc tu dois avoir les deux. Tu dois avoir celle qui est chère et tu dois aussi avoir celle d'entrée de gamme où les gens peuvent te découvrir pour pas cher, quoi.
Parce Ok. qu'une fois parce que s'ils te découvrent pour pas cher, qu'ils disent ouais, ok, le gars il envoie, c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être en ads, je vais peut-être revoir la chose, ils seront peut-être plus enclins à racheter quelque chose de plus cher derrière. Oui, en général, c'est la nature humaine, quoi. Donc, Ouais. s'il n'y a rien de farfelu là-dedans, quoi. Niveau du prix aussi, je pense que, et ça c'était un débat qu'on avait, et c'est ma faute aussi, j'ai fait Avant, c'était l'erreur. 1000 balles. Ouais, à 997, les gens ont ouvert le truc, Pour 4 formations. ils ont halluciné. Je l'ai dit, Ça, ça faisait c'est- resto chinois, moi, buffet chinois. Ça, c'est une erreur de lancement parce que le prix devait être beaucoup plus haut avec des closers, des gens qui vont discuter. Parce que en soi, le produit, j'ai pas eu une seule plainte sur tout ce que j'ai vendu. Les gens, Ok. ils ont halluciné, quoi. Donc j'aurais dû aller beaucoup plus haut aussi, quoi. Bref, on apprend, quoi. Ouais, c'est de Ok. l'expérience. Comme dans tout, tu es en perpétuel apprentissage. Et donc voilà. Ok. Quoi. Dernière petite question. Yes. Est-ce que j'ai mis celle-là? Tu nous réserves un petit truc. Célébrité ou communauté? Communauté. 10 000 fois. Explique un peu la démarche. Tu peux être célèbre si t'as pas de fans, fanatiques entre guillemets, ils vont jamais te défendre. Ok. Si demain, moi, enfin, ça fait pas longtemps que j'ai une commu, hein, ça fait 1 mois. Quand il y en a un qui vient me chercher et que je dis à ma commu, les gars, ce gars, il a fait ça, et que le gars, il se fait spammer en message privé en disant, ouais, blablabla, c'est beaucoup plus puissant. Donc, ta communauté va toujours se battre pour toi, pour te montrer qui tu es, et te mettre quelque part, ça te met quelque part sur un piédestal. Ouais. Quand tu as une communauté, que la célébrité où tout le monde s'en fout de toi, ça veut dire que si demain tu es dans une polémique, il n'y a personne qui va vouloir te défendre et au contraire, tout le monde va en rigoler. Alors que quand tu as une commu qui est derrière, tu Ouais, réfléchis à 2 fois. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. C'est vrai que faire des vues, avoir des followers, etc., ça présente bien, c'est sympa. Question dopamine, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai qu'avoir 1000 personnes qui te suivent et qui sont prêts à se prendre une balle et à la guerre parce qu'il y a un projet, il y a une relation, il y a une mission, il y a de la réciprocité, ça fait toute la différence. Tu fais ça toi en Web3, NFT, etc. Tu as une communauté ultra soudée, tu n'as que 5000 personnes, mais tu sais tout ce qu'ils vont aller acheter. Ils vont acheter ton projet et après, ils vont pas niquer le price floor, etc. Ou alors, tu es ultra connu. Tu fais, les gars, ouais, achetez-moi un NFT. Et il n'y a personne qui l'achète. Pas que ce Web 2 ou Web 3. Hein. Ah, Web 2 aussi, hein, c'est pareil pour moi. Moi, ma thèse, c'est maximiser la relation à mort, quoi. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Là, on a la commu. Par contre, si tu es fort, et c'est là où si tu sais faire, etc., c'est de monter ta commu à travers les ads. Donc là, tu deviens connu en même temps pour les gens qu'on s'en fout de toi. Et en plus des ads, enfin, tu as les gens qui te voient partout avec les ads, et puis tu as tous les gens qui vont s'inscrire pour rejoindre ta commu. Et là tu fais une pierre de coups, quoi. Ouais, en soi, le pouvoir de la célébrité, c'est d'avoir une grosse communauté. Ouais. D'arriver à... Ouais. Arriver à en avoir une, du moins. Arriver à en avoir une, ouais.